Alors la première parce que la prochaine et dernière relève des dossiers est prévue le 31 août prochain à midi précise, donc forcément c'est très, très rapidement et en plus, alors une des 2e raisons, c'est que le communiqué de presse du gouvernement qui est sorti le 5 juillet dernier, qui fait état des premiers lauréats de cet appel à projets, parce qu'il y a eu une première relève au mois de mars, nous montre qu'en fait, il y a un seul projet, qui concerne les Hauts-de-France, heu, sur une quinzaine de projets retenus, ce qui est vraiment très peu. Donc on a tout intérêt à faire en sorte d'être un peu plus, dynamique dans notre région et puis, alors on peut peut-être rajouter mais une troisième raison à cette organisation de webinaire, quand enfin vous avez tous entendu les annonces d'hier, du pacte vert, on a enfin vraiment intérêt à se mobiliser et à appuyer les projets relatifs à l'innovation. Alors, on est ensemble jusqu'à 15h. Notre intervenant aujourd'hui, c'est Alexandre Jean de la DGE, donc qui est chargé de mission à la DGE et qui est, voilà, qui a toutes les connaissances sur l'appel à manifestation d'intérêt Coram. Alors j'ai renoté quand même ce que Coram veut dire, parce que c'est vrai qu'on emploie l'acronyme, mais on ne le sait pas forcément. Donc ça veut dire Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité. Voilà, donc Alexandre va nous présenter, bah voilà, quelles entreprises sont concernées dans ce dispositif, quels projets sont finançables, et puis, bah, écoutez, on va prendre vos questions. Alors soit au fil de l'eau, soit à la fin, je ne sais pas, c'est peut-être vous Alexandre qui nous le direz. Voilà, donc normalement le webinaire est enregistré, oui, c'est ce que je vois. Bah, je passe la parole à Alexandre. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alexandre, je vous laisse, prendre la suite. Merci beaucoup. Donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation que j'ai préparée. Alors vous nous dites, vous préférez qu'on attende qu'on prenne les questions à la fin ou au fur et à mesure? Comment vous le Oui, sentez? ce sera plus simple, je pense, de prendre les questions à la fin. OK, voilà, comme ça c'est dit. Donc là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est Oui, bon, on peut parfait. le voir. Tout à fait. Oui, Ouais. parfait. Très bien. Donc, l'AMI Coram, donc l'appel à manifestation d'intérêt, s'inscrit en fait dans le cadre de la PIA 4, qui est donc le 4e programme d'investissement à venir. Donc, comment s'inscrire au Coram? Il s'agit de compléter un dossier, puis suit une phase de sélection au bout de laquelle sont sélectionnés un certain nombre de projets qui seront donc financés partiellement par la DGE et par notamment la BPI qui est l'expert chargé donc du traitement de ces dossiers, comme pour le fonds de modernisation. En fait, le Coram, c'est la raison pour laquelle il s'agit d'un AMI, n'a pas de fonds propres. Le Coram permet ensuite de réorienter vers différents appels à projets qui ont été créés dans le cadre du PIA 4 sans qu'il soit nécessaire de déposer plusieurs dossiers. Donc, par exemple, ces différents appels à projets sont en accord avec différentes stratégies d'accélération identifiées par le gouvernement, notamment l'hydrogène, la digitalisation, la décarbonation des mobilités, l'électronique, l'intelligence artificielle, le recyclage et la réutilisation des matériaux. Ceux-ci sont différents appels à projets qui ont été initiés par différents organismes gouvernementaux. Donc en ce qui concerne le projet donc, qui est attendu du Coram, ici je vous ai fait un rapide descriptif du projet idéal. Donc il s'agit donc d'un projet fondamentalement donc, de recherche et développement, de R&D, et qui a pour vocation de répondre aux enjeux technologiques, aux enjeux de compétitivité et de transition énergétique. Il doit s'agir donc d'un projet structurant et innovant. Donc, quand je dis structurant pour la filière et aussi pour l'entreprise, c'est que ce projet doit créer, maintenir de l'emploi en France. C'est une condition sine qua non. Les projets du Coram doivent pérenniser donc l'activité en France sur le territoire français et être en accord donc avec la feuille de route technologique que je vais vous décrire juste ensuite. Les projets collaboratifs
sont particulièrement attendus. Et c'est pour cette raison que les PME sont aussi grandement concernées par le Coram et grandement attendues. À titre d'exemple, le gouvernement s'est fixé un objectif de 15% des financements qui doivent être à destination des PME dans le cadre du Coram. C'est un objectif minimal. Plus ce chiffre est grand, mieux c'est. Donc, un projet collaboratif, il y a un certain cahier des charges pour pouvoir relever donc, de cette catégorie. Il s'agit d'avoir une collaboration entre des entreprises dans lesquelles il y ait au moins une PME et dont aucune entreprise ne supporte plus de 70% des coûts du projet. Et ensuite, il faut aussi que dans ce consortium, il y ait un ou plusieurs organismes de recherche qui supportent au moins 10% des coûts du projet. Donc voilà, donc le projet idéal, un projet de R&D, un projet innovant, structurant, donc qui crée et maintient de l'emploi et qui soit collaboratif. C'est l'idéal, c'est pas obligé, mais les projets collaboratifs sont grandement attendus avec au moins un laboratoire de recherche et une PME. Donc c'est pour cette raison que le Coram, il ne faut pas donc se censurer, s'auto-censurer lorsqu'on est une PME ou une TPE. Par exemple, à la dernière relève du Coram de mars, 40% des entreprises qui ont bénéficié d'aide étaient donc des PME. Je vais vous citer quelques exemples donc de projets qui ont inclus et qui ont permis à des PME de bénéficier donc d'aide. Donc le projet TurboCap, qui a été porté par Nawa Technologies lors de la première relève, était un consortium, donc un projet collaboratif qui n'était composé que de PME et qui avait pour objectif donc de concevoir une chaîne de traction hybride à base de supercondensateurs. Donc, c'est un projet qui a été soutenu, qui a été sélectionné. D'autres exemples, on a aussi des PME, donc, comme je vous l'ai dit, qui sont impliqués dans des projets collaboratifs avec de plus grandes entreprises. Donc, pour citer les Hauts-de-France, on a la PME Core4Tech, une start-up située à Lille, qui a été sélectionnée dans le cadre du projet Sérénité qui était porté par Stellantis. Il y avait également une autre PME dans ce même projet, la PME MyBrain, qui faisait partie du consortium. Et c'était un projet qui se concentrait sur les véhicules autonomes et connectés. Un dernier exemple de start-up seule qui a été financé, donc un projet qui n'était pas collaboratif et porté seulement par une start-up qui est amenée à grandir dans les années à venir. C'est la start-up Vercor, basée à Grenoble et qui a pour objectif de construire une grande usine de batteries et un centre de recherche. Donc cette start-up a aussi été sélectionnée. Donc c'est pour vous dire et vous montrer qu'il n'y a pas d'obstacle aux PME, que le Coram, au contraire, les concerne même encore plus, vu le nombre, 40% que je vous ai cité, que les autres catégories d'entreprises. Donc la feuille de route, maintenant, des projets qui sont attendus dans le cadre du Coram. Tout d'abord, il faut qu'il y ait pardonnez la formulation, non, il est grandement attendu qu'il y ait donc un lien donc avec la transition énergétique et surtout la transition vers l'électrique. D'abord, c'est ici le premier axe qui a été identifié par le gouvernement en accord avec les grands acteurs de la filière pour, on va dire, réorienter l'industrie automobile française. Donc les objectifs que devrait remplir ce type de projet, les objectifs attendus, c'est tout ce qui permet donc des gains de coûts, des gains de fiabilité, des gains de performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques, à savoir au niveau de la traction électrique, sur tout ce qui est module électronique, la gestion thermique des composants, la connectique, les câblages, mais également tout ce qui est infrastructure de recharge et batterie. Donc tout projet qui relève de ces sujets est totalement éligible au Coram et au contraire très attendu, et je ne peux que vous inciter à y postuler. Un deuxième axe qui a été orienté, c'est le véhicule
à hydrogène, qui est considéré comme une, une alternative donc aux énergies fossiles, au carburant, mais également donc à l'électrique, une alternative propre. Comme vous devez le savoir, il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine. Et la feuille de route que s'est fixée la filière, c'est d'essayer d'appliquer l'hydrogène aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, comme je vous l'ai dit, en termes de levée de verrou sur l'environnement d'exploitation, mais également tous les équipements qui permettraient de rendre l'hydrogène compatible avec une production de masse et avec des coûts abordables. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième axe concerne toutes les autres solutions qui permettraient donc de réduire les émissions de CO2, ce qui est devenu donc une priorité de nos jours, notamment avec les normes européennes à l'horizon 2030-2035 qui s'orientent vers un objectif de zéro émission. Donc toute nouvelle solution est grandement attendue en termes d'hybridation, de rendement du véhicule, une étude des carburants renouvelables. Tous ces sujets qui permettent de réduire à moyen terme les émissions sont grandement attendus. Enfin, les deux derniers axes sont donc, tout ce qui concerne donc, les matériaux innovants pour permettre d'une part un recyclage plus aisé, mais également une diminution de la charge du véhicule, ce qui est intimement lié finalement au véhicule électrique, afin de compenser la surcharge créée par les batteries assez volumineuses, et aussi pour réduire les émissions, puisque réduire la taille du véhicule, c'est aussi permettre une réduction des émissions. Et le dernier axe, qui concerne donc les véhicules connectés, comme le projet que je vous ai évoqué précédemment, connecté et automatisé. L'objectif, c'est donc de développer en France une offre compétitive et automatisée de véhicules dans le domaine donc, du véhicule particulier, mais aussi de tout ce qui est transport public et logistique. Donc là encore, dans ce domaine, il y a beaucoup de briques technologiques à étudier. Certaines ne sont pas encore produites en France, et c'est notamment la partie software des véhicules connectés où il y a encore beaucoup de travail à faire en France. Et donc, tous ces types de projets qui relèvent de ces différents axes innovants et qui s'attaquent donc aux problèmes que je vous ai mentionnés sont grandement attendus et rentrent parfaitement dans le cahier des charges du Coram. Donc, pour maintenant, pour postuler au Coram, quels sont les critères d'éligibilité? Tout d'abord, je vous ai parlé donc de projets collaboratifs et de consortiums. Il faut néanmoins que le projet soit porté par une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui dirige le projet, l'entité qui dirige le projet, d'une part, doit proposer sur le marché des biens en lien avec l'automobile et d'autre part, être une entreprise, même si elle peut être en partenariat donc avec d'autres laboratoires. Il faut aussi qu'elle soit éligible aux aides d'État, ce qui veut dire notamment ne pas être qualifié d'entreprise en difficulté au sein de la réglementation européenne. En termes de coûts, donc il y a une valeur minimale des coûts éligibles qui est fixée à 5 millions d'euros, mais cette valeur peut être réduite à 2 millions d'euros pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Ensuite, puisqu'il faut que les dépenses soient supportées sur tous les partenaires, il faut néanmoins que l'entreprise qui porte le projet supporte au moins la moitié des coûts. Ensuite, dans un troisième temps, dans ce qui concerne le projet, il faut que le projet respecte donc les attentes que je vous ai présentées précédemment en termes donc de typologie et aussi en termes de thématique. Finalement, je vais vous présenter tout de suite le calendrier et le processus de sélection du Coram. Il faut bien entendu que le dossier soit complet et
qu'il soit soumis dans les délais. Donc ici sont les 4 critères d'éligibilité en termes de bénéficiaires, de coûts de projet et de dossiers. Donc le processus de la Micoram, vous avez jusqu'au 31 août pour déposer votre dossier. C'est la date de la seconde relève. Ensuite, nous engageons à procéder donc au premier versement si le projet est sélectionné sous 3 mois maximum. Donc, en réalité, il y a plusieurs phases de sélection. Une première phase de présélection, au cours de laquelle certains dossiers seront d'ores et déjà écartés et un certain nombre seront auditionnés. Il y a donc des auditions qui ont lieu mi-octobre, dans la première moitié d'octobre. À partir de cette date-là, les sujets présélectionnés seront soumis à une instruction approfondie de la part de la BPI ou d'experts indépendants mandatés par l'État. À l'issue de cette instruction approfondie, donc une nouvelle sélection sera faite à l'aune de l'étude qui aura été menée et mi-novembre seront annoncés les lauréats du projet pour aboutir finalement à une contractualisation avec donc la DGE, la BPI et la SGPI. Et à l'issue de cette phase de contractualisation, débuteront les versements d'aide pour le projet de la part de l'État. Donc la nature de ces aides, déjà il est important de mentionner qu'il ne s'agit pas à 100% de subvention. La part de subvention est limitée à 75%. Toutefois, elle peut varier et être un peu inférieure à cette valeur. C'est-à-dire qu'il y aura donc une part remboursable de 25%, remboursement qui pourront se faire selon plusieurs modalités après, dans un temps ultérieur et qui sera conditionné à la réussite du projet. Ensuite, pour ce qui est donc du taux d'aide, il varie selon la taille de l'entreprise. Donc, les PME bénéficient d'un taux d'aide supérieur à celui donc, des grandes entreprises. Ce taux d'aide moyen est situé autour de 30%. Toutefois, dans le cadre de projets collaboratifs, le taux d'aide peut bénéficier d'une augmentation de plus 15% et donc atteindre 55% pour les PME et 45% pour les grandes entreprises. Les dépenses éligibles, puisque ce taux d'aide est calculé en fonction des dépenses éligibles, c'est ce qui est considéré comme le coût total, prennent en compte beaucoup de charges, salaires, frais connexes, coûts de sous-traitance. Ce qui est important et ce qui est une condition sine qua non au financement, c'est que ces dépenses permettent un développement en France dans le cadre du cahier des charges qui a été fixé précédemment. Donc, pour ma part, voilà donc les grands axes du Coram. Voilà les types de projets attendus, la nature des aides qui sont proposées, les critères d'éligibilité qui vous permettent d'estimer si vous pouvez donc postuler au Coram dans le cadre de vos projets R&D. Et donc le processus qui s'étalera donc jusqu'à mi-novembre, date à laquelle les accords seront signés avec les entreprises sélectionnées et où les premiers versements pourront débuter. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y aura un Coram 2022? Je pense que le Coram sera reconduit à 2022. Il est très probable qu'il soit reconduit à 2022. Mais les dates n'ont pas encore été communiquées. Le nombre de relèves qui était à 2 cette année n'a pas non plus encore été communiqué. D'accord.
Et une autre question, on a reparlé tout à l'heure du fonds de modernisation. Il n'y a pas de télescopage, en fait, ça n'a rien à voir. Je veux dire, les fonds, c'est complètement différent. Une entreprise qui a été lauréate du fonds de modernisation, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de enfin, à postuler au Coram, il y a pas de ça se Non, non. télescope pas, c'est pas les Ce qui mêmes n'est fonds. ce qui n'est pas possible, c'est de postuler aux 2 en même temps. Souvent les appels à projets et les relevés de projets se situent à peu près aux mêmes dates. Là, le fonds de modernisation, c'était fin juin. Le Coram, ce sera fin août. Ce qui n'est pas possible, c'est postuler aux 2 en même temps. Pour un même projet. Voilà, pour un même projet, on ne peut pas postuler aux 2 en même temps. Euh, et ensuite, les sujets sont différents. Parfois, nous, on s'est retrouvés d'ailleurs face à cette situation très récemment d'un projet qui est éligible aux 2, fonds de modernisation et Coram. Ce qui fait la grande différence, c'est la part de R&D. Le fonds de modernisation n'a pas l'axe R&D n'est pas autant marqué pour le fonds de modernisation, et un projet à plus de 60% R&D sera réorienté vers le Coram par le fonds de modernisation. D'accord, même s'il risque d'être moins bien subventionné. Non, le Coram l'année dernière a été plus sélectif que le fonds de modernisation, mais au vu du nombre de projets qui ont été déposés cette année, le fonds de modernisation devient de plus en plus sélectif. Et mis à part cet aspect-là, le Coram et le fonds de modernisation ont des enveloppes qui sont similaires, à la différence près que, puisque moins de projets sont sélectionnés pour le Coram, les entreprises bénéficient d'enveloppes parfois supérieures selon le niveau d'aide demandé et la nature des projets. D'accord. OK. Alors, je pense on va prendre vos questions. S'il y a des gens qui aiment, enfin Hervé Boeuf qui a posté une question. Hervé, vous pouvez la poser à voix haute, peut-être votre question, comme ça tout le monde va pouvoir entendre la réponse. Oui, bien sûr. Bonjour Eh Valérie, bien, avec plaisir. Nous avons été, nous, lauréats de la première levée avec Plasticomium. Donc on fabrique des batteries, nous, sodium-ion, avec un projet pour l'hybridation des véhicules. Et nous avons aujourd'hui un autre sujet qui, me semble-t-il, pourrait rentrer dans l'ensemble de ces critères-là. Et dans la mesure où on est encore sous projet, je dirais, Coram, peut-on avoir un deuxième projet initié dans le même cadre? Oui, exactement. D'ailleurs, parfois, certaines entreprises présentent plusieurs projets en même temps. On sait que des grosses entreprises, à la dernière levée, ont parfois présenté trois projets différents au Coram. Et si jamais vous avez été donc lauréat du Coram à la dernière levée, il n'y a pas de contre-indication à postuler sur un autre projet qui soit différent avec des partenaires différents à la levée. Donc, mais Hervé, vous étiez lauréat sur le 2020, vous, pas 2021? Oui, à la toute première, hein, c'est Voilà, tout à sur fait. le programme Oui, 2020, vous, hein, oui. c'est parce que là, j'ai pas vu votre nom sur j'ai pas vu Tiamat sur la première liste de Non, lauréats. c'est juillet 2020, en effet. Oui. C'était 2020, mais d'accord. les délais par rapport à 2020, les délais ont été un peu allongés. Il faut savoir que quand la première levée du Coram a eu lieu donc à l'été 2020 suite au plan de relance, tout s'est fait dans un temps très court. Mm. Et en quelques semaines, il fallait qu'en un mois, tous les projets soient auditionnés, sélectionnés, et que les subventions, les niveaux d'aide soient décidés. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est 3 mois, le temps du processus, pour permettre de bien étudier les projets en profondeur et de bénéficier d'une expertise approfondie. D'accord. Merci. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le moment, hein. C'est vraiment le moment de poser des questions, et de récupérer un max de ah, Oui, Bertrand, bah, allez-y Bertrand. merci. Oui, j'ai pas compris. La part de subvention totale du projet peut atteindre 75%, mais par contre, les subventions par entreprise, elles varient de 30 à 50%. Comment on peut atteindre 75% au total sur le projet? Oui, c'était sans doute pas très clair.
c'est donc la part de subvention est limitée à 75% de l'aide totale, sachant que le taux d'aide après, c'est un pourcentage des dépenses éligibles. Ce que je veux dire, c'est que pour une entreprise, prenons l'exemple d'une grande entreprise, le Coram va pouvoir fournir une aide financière à hauteur de, en moyenne, comme je l'ai dit, ces pourcentages peuvent varier, c'est une moyenne, à hauteur de 30% des coûts présentés dans le dossier. Une fois que les dépenses ont été, le taux d'aide a été déterminé, bah, au sein de cette aide-là, il y aura donc une part de subvention et une part remboursable. Et, et la part de subvention donc est limitée, plafonne donc à 75%. D'accord, merci. Donc ça fait 75% des 30%, c'est ça? Exactement. C'est ça. Mais il n'y a pas un plancher quand même. Il me semblait qu'il y avait un plancher qui avait été annoncé pour les grandes entreprises, justement, qu'il y avait un minimum de financement pour les grandes entreprises. Non? Oui, pour les grandes entreprises, le minimum de financement, finalement, revient à ce qui a été mentionné, excusez-moi, au préalable, en termes de coût minimal. Donc, je vous ai nommé 5 millions d'euros donc, pour qu'un projet soit éligible au Coram. Et finalement, cela revient donc au financement minimal que j'ai mentionné, qui est qu'aucune entreprise ne sera financée à moins de 500 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête, 500 000 euros. Mais finalement, cette valeur est un peu redondante, donc avec la valeur limite de 5 millions d'euros. Mais elle prend réellement sens dans le cadre d'un consortium qui prend en compte beaucoup d'acteurs et à faible coût. Il faut qu'il y ait quand même cette valeur minimale pour être financé. D'accord. Puisque tous les acteurs bénéficient de l'aide, y compris les laboratoires qui peuvent recevoir une aide de la part du Coram. Et les laboratoires peuvent être subventionnés à quelle hauteur? Les laboratoires peuvent être subventionnés à hauteur de 50% des coûts totaux présentés. Ok. Et j'avais une autre question aussi. Quand on a commencé à parler du Coram, on avait parlé de lettres de soutien par la PFA. Puisque le Coram est une AMI, à la différence du fonds de modernisation, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir au préalable une labellisation en se rapprochant de Nextmove notamment. Mais, puisque oui, le fonds de modernisation demande donc une labellisation via Nextmove, mais le Coram, pour le Coram, il est vivement conseillé. Là, c'est un conseil, c'est une recommandation de se rapprocher de la PFA pour leur soumettre en fait votre projet au préalable, puisque l'avis de la filière, je vous ai mentionné la feuille de route de la filière précédemment, l'avis de la filière est pris en compte dans la sélection des dossiers. Et donc, il est d'usage de présenter son projet à la PFA, ce qui permet à la PFA ensuite de fournir une lettre de soutien qui montre son soutien au projet et qui affirme donc que le projet entre dans les enjeux identifiés par la filière. D'accord. Donc les entreprises doivent présenter leur projet à la PFA qui va fournir cette lettre de soutien qui va être portée au dossier en fait. Voilà, qui va être porté au dossier. Et qui donne davantage de crédibilité au projet finalement, ou qui crédibilise réellement le projet. Donc là, je vous ai fait une présentation, on va dire, générale et qui à mon sens, présente les grands axes du Coram. Mais vous trouverez donc toutes les informations détaillées dans le cahier des charges qui a été posté sur le site de la BPI. Et sur ce cahier des charges, vous aurez aussi également le moyen de contacter la BPI qui sera très bien placé pour répondre à tout ce qui est question de type modalité de versement, modalité de remboursement. Je serais peut-être un peu moins
apte à vous répondre de manière précise sur ces sujets. Mais s'il y a des questions là-dessus, la BPI sera disponible pour répondre à ces questions. Et ils répondent. Hein. Moi, j'ai appelé le contact ce matin, qui s'appelle, parce que j'avais demandé s'il pouvait se joindre au webinaire, il ne pouvait pas. Le contact, c'est Antoine Roux, et il répond au numéro qui est sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'avoir au téléphone. Je crois que Ludivine voudrait intervenir. Ludivine. Oui, bonjour. Vous évoquiez une labellisation, donc labellisation par un pôle de compétitivité. Donc, en Hauts-de-France, il y a iTrans. Comme pour les autres appels à projets ou AMI, donc bien évidemment, on se tient à votre disposition pour vous accompagner pour les labellisations. Là, on vient de sortir sur une autre filière, sur le ferroviaire, l'AMI Corifère, avec des retours de la SNCF qui sont très positifs sur justement la préparation après labellisation pour les auditions. Sur le processus qui est mis en place et qui est une bonne phase préparatoire pour la suite, au-delà des rapports d'expertise qu'on sollicite et qui permettent de muscler d'autant plus vos projets. Donc, avec l'ARIA, en complément de nos actions, on se tient à votre disposition sur ce volet labellisation. Merci Ludivine. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, j'arrive pas à voir si j'arrive pas à réafficher le chat. Je sais pas si on a d'autres questions ou pas. Alors c'est vrai que de toute façon, on va vous renvoyer vers la plateforme BPI. Vous verrez le cahier des charges est dedans. Tout est vraiment bien expliqué en détail. Vous retrouverez tout ce qu'Alexandre a pu vous dire aujourd'hui. Ah, si on a une question sur le chat. Je vous laisse peut-être la poser directement, Monsieur Midouche, Madame. J'arrive pas à voir. Oui, merci, Madame. Excusez-moi. Enseignant-chercheur à l'IMT Douai, merci bien. J'avais juste une question parce que tout à l'heure, vous avez mentionné les laboratoires. Il y avait quelqu'un qui avait parlé des laboratoires. Je voulais juste savoir au niveau des subventions, est-ce que ça concerne seulement l'investissement ou le personnel ou les deux ou comment ça se passe à ce niveau-là? Je parle des laboratoires parce que nous, c'est académique. Donc, en termes de dépenses, qu'est-ce qui est toutes les dépenses éligibles sont. Alors, je ne sais pas si je vais répondre précisément à votre question. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Vous demandez donc, est-ce qu'il y a une différence dans les taux de Est-ce que subvention c'est plus de dépenses conseillé d'y éligibles? aller sur l'investissement, enfin, je ne sais pas, du matériel ou on va dire des plateformes pour tester des batteries ou ce genre de choses et voir leur performance, ou est-ce qu'on privilégie ou on pousse plus vers plutôt du personnel dans le sens recrutement des doctorants, des postdocs? Tout ce qui va être lié au projet et qui va permettre qui va contribuer donc à un développement du projet, une recherche en France sera éligible, dans le sens où donc tout ce qui est salaire, si jamais le projet requiert donc de nouveaux personnels, ces dépenses seront éligibles au CORAM. Et ensuite, il y a tout ce qui est coût, donc développement de matériel pour les laboratoires, de bancs d'essai, pour permettre donc les tests des prototypes et la recherche rentre aussi dans le financement. D'accord, très bien. Merci pour la réponse. Une autre intervention? Non. Ah, Luc, je te laisse t'exprimer. Oui, bonjour à tous. Je me permets d'insister par rapport à ce que Valérie, par rapport à l'introduction de Valérie. Ce qui est essentiel, c'est qu'on vous apporte l'aide nécessaire pour vous accompagner sur le sujet, parce que comme Valérie l'a rappelé, on n'est pas les meilleurs élèves de la classe. C'est pas l'habitude du territoire.
qui fait que forcément, nous, on va regarder en interne le bon chemin à prendre, peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à obtenir des subventions pour les industriels, les laboratoires, les écoles de la région, parce comme on l'a rappelé, comme on l'a vu hier, on a une filière qui va être fortement bousculée dans les années à venir. Ça veut dire qu'une des chances qu'on a, c'est d'avoir tous ces outils à disposition qui nous permettent de mieux rebondir par rapport à ce qui va nous arriver. Fait que plus que jamais, soyons vigilants sur ces outils et n'hésitez pas à nous contacter, hein, Valérie, Laria, on est vraiment à votre disposition. Ensemble, on trouvera le chemin le plus aisé pour vous pour atteindre le résultat. Mais c'est essentiel qu'on juge, qu'on se focalise sur le résultat final, pas sur le comment, mais sur le combien à la fin, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter comme commentaire. Merci. Autre chose? Ou on a fait le tour peut-être, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, on va vous renvoyer la présentation qui a été faite, les liens vers le site de BPI avec le cahier des charges, avec toute l'explication, les coordonnées des personnes à l'arrière que vous pouvez solliciter voilà, pour des mises en relation. Tu avais tout préparé déjà, Christophe, c'est parfait alors. Voilà, tout est là. Donc, on va pouvoir vous renvoyer toutes les informations dans la foulée de cette intervention. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je ne sais pas, Olivier, tu voulais dire quelque chose ou pas? C'est pas nécessaire? Non? Non, je pense pas que ce soit nécessaire. En tout cas, de la même façon, Baladrette, comme pour l'appel à projet modernisation, tout tient à disposition des entreprises pour toute question, pour notamment le montage de dossier. Donc voilà. Ok, super. Bon, on va clore la session. Merci Alexandre pour l'intervention au pied levé, parce qu'on a fait ça assez rapidement. Et puis, à votre dispo pour des questions, pour des réorientations, des aiguillages, voilà, des conseils. Pas de problème. Merci à tous et puis écoutez, bon après-midi.